physionomie d'une journée qui démarre avec la joie ne peut se garantir à 100%, mais il vous appartient seulement à vous exclusivement de vouloir la commencer du bon pied en adhérant tout simplement aux 90 minutes qui vont s'égrener pour ce programme qui s'offre à vous dès l'aurore. Mesdames et messieurs, bon matin. On espère que vous êtes réveillés tout en douceur. En tout cas, nous, on essaiera tout au long de ce programme de vous apporter la délicatesse et l'essence d'une journée agréable avec tout simplement mon compagnon du matin qui s'offre à vous. Bonjour Thierry. Bonjour Alix. Eh bien, nous sommes présents. Déjà pour commencer, sachez que les différentes articulations que vous allez avoir tout au long de cette émission Matin Bonheur, eh bien, une belle innovation dans cette émission. On ne dira pas plus, ce sera tout à l'heure, n'est-ce pas? Moi, c'est Gbagbe Ruth Marie-Christelle. À l'époque, moi, je voulais faire une carrière au football. J'adorais le football, je jouais au football. Et je m'entraînais même dans un centre de formation. On appelle ça chez Kocha Camerounais. C'était à Koumassi 05. Et mes deux cousins avec qui je traînais à l'époque se sont inscrits au taekwondo. Et moi, je les ai suivis. Mais ma maman m'a inscrite aussi. Parce qu'à chaque fois qu'elle est à la maison, on vient dire ta fille est en train de se battre là-bas. Donc elle dit, on va m'inscrire au taekwondo, comme ça ils vont me frapper et je vais arrêter de me battre. Bon, c'est comme ça, c'est parti. Mon maître m'a apprécié, il appréciait mon courage, j'avais pas peur. Et tout de suite, là, il me surclassait. Donc je combattais qu'avec des hommes. Je ne combattais même pas avec les femmes au club. Donc ça m'a permis de me forger, ça m'a permis de vite évoluer. C'est vrai qu'au départ, je ne pensais pas que je pouvais faire une carrière au taekwondo. Je pensais que c'était qu'au football, on pouvait faire une carrière. Donc après, j'ai dit que je voulais être la Didier Drogba du taekwondo. Et ma toute première médaille au taekwondo, je me dis que je peux faire de grandes choses. En 2010, nous étions allés au championnat d'Afrique et moi, j'étais sélectionnée pour les championnats d'Afrique junior et senior. C'est-à-dire que je représentais la Côte d'Ivoire dans deux catégories. Je revenais fraîchement des premiers Jeux olympiques juniors, vu que j'étais la seule qualifiée qui a participé aux Jeux olympiques à Singapour. Donc j'étais un peu confiante, je faisais un peu, comme on dit, en griffe mon malin. Et arrivé au championnat d'Afrique, j'ai perdu en junior, j'ai perdu aussi en senior. Et tout le monde, toute la délégation ivoirienne avait eu des médailles. Et moi, je suis sortie 0. C'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sérieusement, sincèrement. Et je me réveille à chaque 4 heures et je courais dans mon quartier 1 heure avant d'aller à l'école. Donc ça a été vraiment un tournant pour moi. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Tout se transforme. Mes échecs me permettent de surmonter
toutes les épreuves. Ma recette personnelle pour être là où je suis aujourd'hui, je vous avoue que c'est le travail dans la discipline, dans le respect. Depuis 2009, je suis à l'équipe nationale et ce n'est qu'en 2016 que j'ai décroché la première médaille olympique féminine. Donc je pense que c'est ma recette pour ma réussite. En 2018, je me suis blessée à l'avant-bras. En 2019, l'année pré-olympique, je me suis blessée à l'avant-bras encore. Et c'était l'année pré-olympique. En décembre 2019, on devait arrêter le classement pour sélectionner les 6 premiers de chaque catégorie. Et moi, j'étais 3e jusqu'en juillet 2019. Et c'est là que je me suis blessée. Donc, c'était un coup dur pour moi parce que c'était, je peux dire, c'était le même bras et la même zone. Donc, mentalement, ça m'a beaucoup affectée. Et avec mon staff technique, on a pu surmonter cela. J'ai travaillé dur et en décembre, j'ai terminé première de ma catégorie. Je peux dire à la jeunesse de toujours travailler, persévérer aussi, ne pas abandonner et puis soyez humble. Je pense que la réussite viendra. Voilà. Voilà un instant qui vous permettra d'aller de l'avant, faire de l'échec une motivation dans cette nouvelle rubrique influent avec, bien sûr, des personnalités, avec des exemples, avec des icônes. Une personnalité du monde du sport, vous l'avez reconnu, championne du monde de taekwondo, quadruple championne d'Afrique et, il faut le signifier, première femme médaillée olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'était à l'instant Ruth Marie-Christelle Gbagbi. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et à la diffusion de tels éléments, il y a une chose qui nous revient tout de suite en tête, c'est de savoir que cette émission est taillée pour vous apporter des choses vraiment utiles pour votre évolution. C'est de la pertinence, c'est du pragmatisme et surtout c'est du réalisme que l'on veut vous apporter au travers de nos rubriques parce que vous êtes au cœur du système de création du groupe RTI. D'ailleurs, c'est une nouvelle aussi qui a fait son entrée pour cette saison, c'est la rubrique WhatsApp. Vous nous avez emmené vos vidéos pour nous dire bonjour. Ben, on les accueille avec grand cœur. Bonjour, matin, bonheur. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est Blanchard Pétier. Je suis enseignant à Gagnois. Ce matin, je vous fais cette petite vidéo pour vous partager mon quotidien au réveil. Voilà. Il faut dire que mon réveil se fait tous les jours à partir de 5 h du matin. Une fois qu'il est 5 h, je suis réveillé. Je prie pour dire merci à Dieu. Et quand j'ai fini, je pars au salon, allumer la télé. Je regarde un très bon dessin animé. Voilà. Il faut dire que je suis un adepte des dessins animés. Voilà, j'adore les dessins animés. Voilà. Donc je peux m'asseoir jusqu'à 5 h 30 pour regarder un dessin animé. Une fois qu'il est 5 h 30, je vais rapidement dans la cuisine, mettre quelque chose au feu et je pars me laver. Lorsque j'ai fini de me laver, je reviens pour réveiller ma fille. C'est avec elle que je pars à l'école. Elle a 3 ans, elle a la maternelle. Donc je l'aide à se réveiller. Voilà, je l'aide aussi à se laver. Lorsque c'est fini, je l'aide à s'habiller. Et après cela, nous revenons au salon, elle et moi, nous nous asseyons et ensemble nous regardons un dessin animé. Et là, elle me pose des questions sur les différents personnages et je me fais aussi le plaisir de lui répondre. Voilà. Quand c'est fini, je repars dans la cuisine, voir si ma nourriture est prête. Je sers et une fois que c'est fait, je vais dire au revoir à madame et nous sortons de la maison et nous partons à l'école. Donc c'est un peu ça notre quotidien. Ça c'est du lundi au vendredi. Quant au samedi et dimanche, c'est toujours pareil, mais là l'heure change. Au lieu de 5 h, c'est 6 h. Lorsque je me réveille, c'est pareil. Je dis merci à Dieu. Je viens au salon pour regarder la télé, un dessin animé. Voilà, jusqu'à 8 h par là. Voilà. Donc j'espère vous avoir partagé mon quotidien le matin au réveil. Et au passage, je tiens à vous saluer encore une fois de plus. Et vous dire que j'adore votre émission. Dommage que je n'ai pas le temps pour pouvoir suivre cela tous les jours. Voilà, ce n'est qu'en rediff, je suis votre émission. Voilà, et j'espère pouvoir passer un jour sur votre plateau et vous partager une de mes recettes que j'adore.
Voilà. Donc, je vous dis au revoir et je vous souhaite une agréable journée. Merci bien et puis bisous, bisous. Bisous, 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 bisous. Ça fait plaisir en tout cas de recevoir comme ça vos vidéos qui retracent vos routines du matin. On les veut à profusion et on les diffuse avec beaucoup de bonheur car vous nous donnez un grand plaisir. Alors, coaching, vous savez, aujourd'hui, on reçoit Madame Micheline Tanoedo pour nous parler de se connaître pour mieux vivre. La plupart des hommes que nous sommes tous à la recherche du bonheur, hein, c'est indéniable. Et ça devient même une quête perpétuelle. Ainsi, pour y arriver, des fois, on a recours à plusieurs moyens. Aujourd'hui, elle essaie de nous dire que la voie pour parvenir à ce bonheur-là, c'est la connaissance du soi. On va donc entamer avec elle la démarche adéquate pour y arriver. Bonjour, Madame Tanoedo. Bonjour, Alix. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Le réveil s'est passé en douceur? Super bien. Ah, ça nous réjouit alors. Aujourd'hui, on parle de se connaître pour mieux vivre. On va essayer de définir les termes clés. Déjà, c'est quoi la connaissance? La connaissance, je peux décrire la connaissance comme la découverte, connaissance comme savoir, connaissance comme apprendre. Voilà, donc connaissance de soi, apprendre sur soi, se découvrir et savoir sur soi. Et se connaître pour mieux vivre. On va aussi décortiquer ce terme-là, se connaître même, vous avez parlé de connaissance tout à l'heure, et surtout pour mieux vivre. Tout à fait. Quand je dis le moi, le toi, autour, le soi se définirait comment? Ben, écoutez, le soi, c'est, on va dire, moi, tout ce que je comporte en tant que personne, en termes de pensée, en termes d'émotion, en termes de vision, en termes de, on va dire même le physique, l'intérieur et l'extérieur, en somme. Alors, en Côte d'Ivoire, est-ce que ce concept connaissance de soi, est-ce qu'il est bien perçu? A priori, on pourrait croire qu'il est bien perçu. Parce que si vous posez la question à quelqu'un... A priori. Oui. Si vous posez la question à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que vous vous connaissez? La personne va dire oui. Mais quand vous entrez en profondeur, on se rend compte que les gens ne se connaissent pas. Alors, chers téléspectateurs, eh bien, sachez que vous allez mieux vous connaître en suivant, bien sûr, cette émission, cet instant avec Mme Micheline Tanoedo. Ce qu'on a envie de demander aussi, c'est quels sont les risques qu'on encourt lorsqu'on ne se connaît pas assez. On va vraiment décortiquer cela pour qu'on puisse mieux nous comprendre. Alors, le risque le plus fort, on va dire, lorsqu'on ne se connaît pas assez, comme je l'ai souligné tantôt, c'est de passer à côté de sa vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne se connaît pas assez, on se voit à travers ce que les autres disent de nous. Et tout à fait. Alors, on a pu voir le déclic qui nous donne le signal annonciateur d'une insatisfaction, d'un lot de frustration. Dès lors que ce postulat-là, il est posé, comment entamer la démarche pour se connaître? Alors, il existe plusieurs approches, ok? Celle que je vous propose aujourd'hui est une approche assez simple. C'est un exercice qu'on appelle la ligne de vie, qui consiste à faire une introspection. Et cette introspection-là, c'est de faire une relecture de sa vie. Par exemple, on prend le cas de l'enfance. Au niveau de l'enfance, on se demande quels ont été les moments les plus forts de mon enfance, par exemple. Quels étaient mes rêves lorsque j'étais enfant? Quels sont les rêves que j'avais et qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu les assouvir et qui me rendent malheureuse, qui me laissent ce vide à l'intérieur de moi? On prend mes relations. Quelles sont les relations qui n'ont pas marché? Quels sont les défis que j'avais dans cette relation? Quelle est la partie de moi qui a fait que cette relation n'a pas marché? La carrière, mes échecs, mes réussites. Quels sont les éléments qui ont fait que j'ai réussi et quels sont les éléments qui ont fait que j'ai échoué? Au bout de cela, il y a un résultat qu'on recherche, c'est se connaître. Et se connaître sur quel point? D'accord? Par exemple, cet exercice vous permet de savoir quels sont vos talents. Quelle est votre zone de génie? D'accord? Parce que chacun de nous a une zone de génie dans laquelle elle a son plein potentiel et lorsqu'elle se connecte à elle, elle marque le monde. Voilà. Après la zone de génie, on a qu'est-ce qui vous passionne? Donc, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous draine? Et ensuite, on cherche à savoir
quelle est votre raison d'être? Quelle est ma raison d'être sur Terre? Ensuite, on a la zone d'ombre. Les zones d'ombre qui sont, on va dire, les zones à améliorer. Donc, vous vous souvenez, je vous ai parlé du succès, de nos échecs. Donc, au niveau des échecs, quels sont les défis que j'ai? Qu'est-ce que je peux améliorer ou pas? Donc, c'est un exercice à faire, je conseille, chaque fin d'année, pour faire le bilan, pour voir où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on évolue après. Alors, justement, dans ce magma-là, quand on a fait le postulat, on a pesé le plus, le moins de, par exemple, sa naissance, la famille, les relations, la rupture, la vie professionnelle et scolaire. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit « je ne me connais pas » ? C'est quand on arrive à quel seuil qu'on se dit « ah, je ne me connais pas » ou « j'ai raté quelque chose ». Alors, c'est lorsqu'on bloque, on se pose la question de savoir est-ce que je me connais ou on se dit qu'on ne se connaît pas. Lorsqu'on est face à un défi et on n'a pas de solution. Lorsqu'on est à un carrefour de sa vie et on se dit est-ce que je ne me suis pas trompé de chemin. Lorsqu'on se sent mal dans sa peau, ça veut dire quoi? Si on se sent mal dans sa peau, ce qui veut dire qu'on est sur une mauvaise fréquence. Et si on a une mauvaise fréquence, c'est qu'on n'est pas sur sa ligne de vie. En ce moment-là, il faut faire les réajustements nécessaires. Justement, ces réajustements-là, ils passent par quoi? Comme je l'ai dit tantôt, par une introspection. Oui, l'introspection, elle se fait. Oui. Quand on a le diagnostic, maintenant, la démarche précise et pertinente qu'on entreprend, c'est quoi? Ok, je vous comprends. Lorsqu'on a les éléments du diagnostic, la suite, c'est de faire un plan d'action. Je commence par quoi? Parce qu'en réalité... des objectifs sans action ne valent rien. Donc, après le diagnostic, il faut se demander, il faut faire un plan d'action et dire je commence par quoi et faire par étapes. D'accord? S'il advient que je me rende compte qu'en fait, aujourd'hui, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs parce que j'ai un manque de confiance en moi, je décide de faire un plan d'action pour travailler sur ma confiance. D'accord? Si je vois que c'est un manque de compétences, je décide de faire un plan d'action pour renforcer ma compétence. Voilà, alors, tout au long de cet exercice, il y a beaucoup d'étapes à suivre et tout. Alors, le bénéfice de savoir que l'on se connaît super bien. Je mets super bien parce que je sais qu'on est arrivé à un résultat tellement évident. Donc, on se connaît super bien. Quel est le bénéfice qu'on en tire? Alors, le bénéfice de savoir qu'on se connaît super bien est énorme. D'accord? Lorsqu'on se connaît super bien, la première chose, c'est qu'on touche à son plein potentiel, à sa zone de génie. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on est dans sa zone de génie, on brille dans tout ce qu'on fait. Et de cette étincelle, on vous retrouvera la semaine prochaine pour encore vraiment s'étendre sur le sujet. Parce que ce qu'on veut pour nos téléspectateurs, c'est l'atteinte du mieux-être, c'est l'atteinte du bonheur. Merci beaucoup, Madame Micheline Tanoedo, qui était là sur ce plateau pour nous parler de comment se connaître pour mieux vivre. Elle est coach Happiness and Leadership. On va recevoir un autre coach dans quelques instants avec grand bonheur. Et oui, voilà, vous êtes sur RTI 1, vous suivez Matin Bonheur et des sujets croustillants pour vous permettre d'avoir une belle matinée, de bien commencer votre journée, mais surtout d'être en harmonie avec vous et les autres. La thématique d'aujourd'hui, c'est la thématique famille et nous avons au plaisir de la voir. C'est un visage que vous connaissez très bien, Dr Zabidjo Frédéric, psychothérapeute. Avec lui, on parle de la famille en Côte d'Ivoire. Où en est-on? Avant de savoir où on est, quand même, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci Bonjour. à vous. Il est effectivement l'un des coachs les plus actifs et interactifs de ces moments. Il est vraiment très connu sur la toile et de ses passages précédents, on n'en retient que du positif, du bon, parce qu'il a permis à plusieurs personnes de pouvoir passer des caps difficiles et d'atteindre leur plein potentiel et leur équilibre. Aujourd'hui, avec lui, on aura une analyse comparative de la famille ivoirienne ou de la famille même en général. Et on reste en famille parce que c'est un membre de la famille qui est avec nous. Monsieur Joe Frédéric Zabi, bonjour docteur. Bonjour Alix. Allez, on commence ce sujet-là par savoir l'étude comparée de la famille avant les indépendances et la famille après les indépendances donne quoi? Merci beaucoup Alix, merci beaucoup Thierry. Oui. Je suis vraiment heureux d'être là encore pour parler de famille. Il faut dire que c'est important pour comprendre la société d'aujourd'hui
de faire un petit retour en arrière pour voir ce qui s'est passé avant les indépendances. Oui. Avant les indépendances, on avait des familles qui jouaient leur rôle, des familles qui évoluaient dans un cadre social restreint, où tout le monde se connaît, où tout ce qui s'est fait est connu de tout le monde, mais personne ne parle. Parce qu'il y a des lois, des l'Omerta notamment, ces lois-là régissent en fait les relations interpersonnelles. Et la famille était structurée de sorte qu'elle jouait pleinement ses fonctions, par exemple, de reproduction des valeurs et des structures familiales. Elle jouait parfaitement son rôle économique qui consistait à produire des biens, à produire des services et à les mettre à la disposition de la communauté. Elle jouait parfaitement son rôle de socialisation. Parce qu'elle était soudée par des valeurs. Elle reposait sur des valeurs, elle était soudée par des valeurs et elle grandissait avec des valeurs. Et ces valeurs-là, malheureusement, avec l'importation de nouvelles valeurs venues d'Europe notamment, on a aujourd'hui une société qui est hybride. On ne sait pas si elle est africaine, on ne sait pas si elle est européenne, on ne sait pas si elle a pied sur terre, si elle a pied dans les airs. On ne sait rien en fait. Pourquoi? Parce que nous évoluons avec des valeurs nouvelles que nous ne maîtrisons pas. On n'a pas le contenu de ces valeurs-là notamment. On a juste que le contenant. Et puis, on n'a pas aussi nos valeurs à nous. Et on évolue comme ça, dans un flou artistique, orchestré et maintenu par la société elle-même, par les gouvernants, par les communautés, par les individualités, etc. Donc, le tableau, de mon point de vue, il n'est pas très reluisant. Alors déjà, on rappelle à nos téléspectateurs que la famille dont on parle aujourd'hui fait l'objet d'une journée mondiale célébrée chaque 15 mai. Alors, société nouvelle, société hybride, on voudrait savoir et aller plus en profondeur, quelles sont les causes de ce changement? Comme je l'ai dit au départ, c'est la colonisation. On va revenir un peu là-dessus. Voilà. Oui. Le colon est venu avec ses valeurs à lui. Le colon est venu avec ses valeurs parce que le colon avait un objectif, c'est-à-dire s'accaparer, prendre les richesses. Je ne suis pas dans un combat colonialiste ou anticolonialiste, non. Oui, mais je suis en train de ici, décrire, les débats stériles qui je décris juste des réalités sociales. Et le colon avait des objectifs à atteindre. Et pour atteindre ces objectifs-là, il fallait commencer par tirer sur là où ça pouvait faire mal. Et on a tiré à la tête de l'Africain, de l'Ivoirien notamment, puisque nous sommes Ivoiriens ici. Quand je parle de tirer à la tête, c'est-à-dire on a tiré et atteint nos valeurs culturelles. Pour nous dire, attention, c'est dans quoi vous évoluez, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On nous l'a tellement répété que nous y avons cru et nous continuons d'y croire. Ça fait que nous avons totalement abandonné ce qui fait notre essence, ce qui fait notre contenu. Donc aujourd'hui, nous sommes totalement vides pratiquement. La colonisation est venue déstructurer le socle de la société africaine et notamment ivoirienne. Dans vos propos que vous tenez à cet instant-là, on a eu un rétropédalage dans l'histoire qui fait qu'à un moment donné, du fait de la colonisation, nous avons eu, on va dire, une influence de cette occupation-là par rapport à nos valeurs. J'aimerais qu'on mette le doigt sur ces valeurs-là. Quelles étaient-elles, ces valeurs, avant la colonisation? Comment elles sont rentrées en mutation avec l'influence de la colonisation? Et pour terminer, c'est une question à 3 volets. Quelles sont les valeurs actuelles que nous avons? Les sociétés africaines et notamment les sociétés ivoiriennes sont centrées sur la communauté. Donc, la vie en communauté appelle des valeurs comme la solidarité, comme la générosité du cœur, la générosité dans les actions, etc. Voici ce qui caractérisait notamment nos sociétés africaines. Tout était centré sur la communauté, tout se faisait par rapport à la communauté. L'individu ne se voyait que par rapport à la communauté. Alors que l'Occident est centré sur l'individu. J'ai envie de vous arrêter parce qu'en même temps, c'est cette même communauté-là qui a pu aussi faire le nid de certaines dérives qu'on a pu constater avec la colonisation. Pourquoi? Dites-nous. Le pourquoi, c'est que, je l'ai dit, la colonisation est venue saper les fondements de ce qui fait l'Africain. Contrairement, par exemple, aux pays asiatiques, qui ont réussi à garder ce qui fait leur essence. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à garder leurs valeurs à eux. Nous, on nous a dit, vos valeurs ne sont pas bonnes du tout. Alors que ce qu'on nous envoie n'est pas forcément et totalement bon. Mais nous, on a dit, bon, ce que le colon a dit, c'est vrai.
Ce que nous faisons là, tout est mauvais. Même nos religions sont mauvaises. Fortement influencé, influençable. Hein. Nos religions sont mauvaises, nos croyances sont mauvaises. Tout ce qui fait notre société, c'est mauvais. On nous l'a dit, on y a cru. À fond. On va marquer une petite pause, hein. C'est juste pour avoir vos réactions sur le sujet qui nous occupe actuellement. Les familles de maintenant et les familles d'avant, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de différences. Je peux dire aussi que les parents ils ont beaucoup démissionné par rapport à l'éducation des enfants. Il n'y a plus d'amour de famille. Avant, la mère, si nos pères avaient 2 femmes, par exemple, ils mangeaient ensemble. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce cas-là. Ça veut dire que chacun dit aujourd'hui pour moi. Avant, il n'y avait pas le net. Les parents nous ont éduqués dans un cadre bien éduqué. Même avant, quand tu regardes la télévision avec tes parents et quand tu vois un couple s'embrasser, soit tu abaisses la tête, soit quand un parent te regarde, tu te lèves. L'éducation, c'est quoi? Ce n'est pas frappant ou bien dire n'importe quoi à l'enfant quand il éduque un enfant. L'enfant, tu dois communiquer avec lui. S'il y a un problème, il doit arriver à s'exprimer avec toi. L'Internet a joué sur les familles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si ma fille a reçu un message que moi je ne suis pas au courant qu'il doit aller à la plage avec ses amis, il se lève là-bas, il s'en va. Alors qu'avant, il faut que je sois au courant, il faut que j'accepte pour donner l'exemple, pour dire d'accord, allez-y, avant qu'ils ne partent. Ça fait que vous voyez qu'aujourd'hui, on perd beaucoup d'enfants. Ils s'en vont dans les coins pour aller s'amuser. Il y a un qui reste. Pas que c'est souhaitable, mais après, on apprend une mauvaise nouvelle. C'est vraiment regrettable. Un 31. Maintenant, ma maman m'a laissé le droit de sortir. Elle m'a dit, ah, si tu sors, tu rentres à minuit. Donc moi, je suis allée avec des amis. Je suis restée là. Et au moins, elle me rend compte qu'il était 3 h du matin. Bon, comme ma maman n'a pas pour habitude de parler souvent devant les gens, elle m'a dit, d'accord, rentre à la maison. Je suis rentrée à la maison, elle a commencé à crier, parler. Que non, comment tu peux te comporter comme ça? Une fille de ton âge ne doit pas se comporter comme ça. Si quelque chose t'arrive, en tout cas, elle a parlé sur moi. Maintenant, après, elle m'a dit, bon, va te coucher. Je me suis couchée. Tard dans la nuit, elle m'a réveillée pour me parler, pour me conseiller en tout cas. Elle m'a dit, non, une fille de mon âge ne doit pas rester à cette heure-là. Que plein de choses peuvent m'arriver. On peut même me violer, on peut même m'agresser, me kidnapper. Il faut dire que la famille africaine au jour d'aujourd'hui, le vieux peut prendre une femme et toi l'aîné, la femme ne peut pas aimer ton affaire. Donc c'est comme ça, c'est un handicap. Voilà, famille en Côte d'Ivoire, où en est-on? Vos avis comptent et on vient de vous entendre. Monsieur Zabi, lorsqu'on entend cela, on a envie de mettre la main sur la tête pour dire on est perdu. On est perdu, mais je pense qu'il peut y avoir de l'espoir si on le veut. On va essayer de revenir à nos valeurs cadres, nos valeurs nobles pour sensibiliser les uns et les autres à se les réapproprier, hein, et pas que les enfants, même les parents, parce qu'il y a eu vraiment un décrochage. Moi, je pense que les premières choses doivent être faites au niveau étatique, au niveau de nos gouvernants. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Sérieux de prendre des mesures d'abord, parce que le gouvernement est la supra-famille. Elle est au-dessus de toutes les familles. Donc, c'est elle qui doit réguler le fonctionnement interne des familles locales ou des familles sectorielles. Donc, il appartient notamment au gouvernement de prendre des mesures et de donner force à ces mesures-là pour qu'elles soient appliquées. Je prends un exemple. Une femme qui accouche, on devrait lui donner 9 mois même de congé de maternité, pourquoi pas? Pour qu'elle puisse, par exemple, bien donner des valeurs à l'enfant qui est né. Et pour la communauté, j'ai envie d'insister aussi sur nos différentes valeurs traditionnelles, parce qu'on a des rites initiatiques qui forgent et forment des bonnes personnes. Et aujourd'hui, où en est-on? Moi, je pense que dans nos écoles, on devrait introduire des modules de formation sur ce qu'on fait dans notre culture. On devrait le faire. Rien, absolument rien ne l'interdit. Il ne manque que la volonté politique de le faire. Qu'est-ce qu'on devrait ramener et transmettre? Les notions qui nous fondent en tant qu'Africains, notamment la solidarité. Oh, c'est une valeur fondamentale. L'individualisme a pris trop de Oh là 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 place. là 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 là. Aujourd'hui, l'européanisation à outrance de l'Afrique fait que cette valeur cardinale, on la perd. Et on ne se rend pas compte qu'elle nous fait aboutir directement sur des travers comme l'homosexualité, par exemple. C'est un exemple. Parce qu'on est centré sur le droit de l'individu
Alors que, quand on était dans l'Afrique d'avant, on réfléchit par rapport à la communauté. Est-ce que mon inclinaison sexuelle, est-ce que mes envies concordent? Est-ce qu'il y a une congruence entre ma façon de concevoir la vie et la communauté? Ces pratiques-là aussi existaient depuis les temps anciens. C'est vrai qu'elles n'étaient pas aussi vulgarisées et exposées, mais elles existaient quand même. C'est vrai, totalement vrai. Mais ce qui est plus vrai, c'est que vous allez voir une communauté villageoise d'avant les années 50, vous n'allez voir aucun tribunal, aucun commissariat de police, aucune brigade de gendarmerie. Pourtant, le taux de criminalité là-bas est très faible. Pourquoi? Parce que le corps social, le corps communautaire joue le rôle de police, joue le rôle de régulateur des relations interpersonnelles. Je suis en train de faire une gaffe, mon oncle me voit, il me réprime même mieux que mon père. N'importe lequel des villageois qui me voit, il m'empêche de commettre une infraction même mieux que mes propres parents. Ça, c'était ce qui s'est passé en Afrique. Merci beaucoup, en tout cas, Dr Zabi Joe Frédéric. Il est psychothérapeute. Vous l'aurez de temps en temps comme ça pour qu'on puisse débattre de ces sujets très intéressants. Excellente journée à vous. Excellente journée à tous et à chacun. Merci, Alix. Merci à vous. Plaisir de vous retrouver demain sur la chaîne qui rassemble. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur Matin Bonheur de ce mercredi. Que Dieu vous garde. Au revoir. Merci infiniment.